Bonjour et bienvenue dans mon journal de lecture de la semaine. Il s'agit, comme d'habitude, de parler des livres lus, des livres en cours de lecture, des livres peut-être même pas encore tout à fait commencés, ce sera un peu le cas cette semaine. Et donc, voici les livres de la semaine, il y en a 4 ou 3, parce que l'un d'entre eux, le plus épais, donc ici, je ne l'ai pas vraiment commencé, ou en tout cas je n'ai pas vraiment encore lu l'œuvre de l'autrice qui occupe ce fort volume de la Pléiade, mais j'avais envie quand même d'en parler pour équilibrer aussi le rapport homme-femme dans ce compte-rendu de mes lectures, parce que le premier livre dont je vais parler, celui qui m'a le plus occupé cette semaine et que j'ai terminé, entre autres, parce que j'ai aussi terminé un deuxième livre, dont j'en parlais tout à l'heure, c'est donc Des femmes et du style pour un féministe gaze de Azélie Fayol, un livre qui nous parle donc de ce terme de gaze, G-A-Z-E, je suis d'ailleurs pas sûr, toujours pas sûr depuis la semaine passée où j'en ai déjà parlé, de prononcer ça correctement, c'est cette idée du regard féministe. C'est un terme utilisé d'abord pour parler du mâle, gaze, donc du regard mâle, masculin dans le cinéma, mais qui peut être transversé, transvasé ou traduit dans le monde de la littérature, dont il est beaucoup plus question que de cinéma, même s'il en est un peu question dans ce livre-là. D'ailleurs, le livre suivant d'Azélie Fayol, qui m'attend aussi quelque part, juste là, dans ma bibliothèque, va continuer la réflexion. Je continuerai bientôt, je pense, cette réflexion-là aussi. Mais c'était une réflexion très intéressante. Alors, je ne suis pas du tout un spécialiste du féminisme. La question de la littérature m'intéresse, elle, beaucoup plus, puisque je l'enseigne, avec toujours un peu une frustration ou plutôt une culpabilité qui arrive assez souvent quand je dois transmettre des listes d'œuvres. Je me rends compte qu'il y a très peu d'œuvres écrites par des femmes, que on est dans un point de vue masculin, alors même que mes élèves sont quand même souvent des filles, des femmes. Et là, qu'est-ce qu'on peut faire pour changer les choses? Évidemment, on vit dans un monde où le regard masculin reste dominant, et c'est bien là l'enjeu de ce livre-là, c'est comment subvertir le regard masculin. Je crois que c'est le titre du prochain livre d'Azélie Fayol, Subvertir le male gaze. Je le paraphrase, je ne suis pas sûr du titre ici. Alors bon, je ne vais pas retracer toute la réflexion d'Azélie Fayol, qui est assez dense, qui repose sur de nombreuses œuvres, dont pour beaucoup d'entre elles, je découvre l'existence, là encore, parce que ma formation et mon histoire d'homme lecteur m'a sans doute éloigné de ce genre d'œuvres, pas toutes, et j'essaye de m'y mettre et de lire des œuvres qui permettent de décentrer le regard. C'est quelque chose qui me paraît extrêmement important et que permet la littérature, c'est-à-dire qu'on lit pour justement changer de regard sur le monde, sinon on regarde le monde directement avec des lunettes qui nous sont données et qui font qu'on ne voit pas les choses qui devraient sauter aux yeux et qui tout d'un coup font tout d'un coup la prise de conscience est là, et je crois que c'est aussi l'une des idées importantes. La prise de conscience et la prise de parole des femmes. Alors, j'ai corné pas mal de pages. Écrire, réécrire le temps des féministes, par exemple, ça c'est le titre de la 4e partie. Et cette difficulté déjà qu'ont les femmes à écrire. Avec une référence qui là aussi fait partie de ces livres dont on lit le titre souvent et que je n'ai jamais pris la peine d'aller véritablement lire, celle de Virginia Woolf. J'ai lu un peu de Virginia Woolf, oui, j'ai lu Mrs. Dalloway et les vagues, mais son livre
clé pour les féministes, c'est évidemment une chambre à soi, que certains traduisent d'ailleurs une pièce à soi, ou certaines traduisent. Il faut que, là aussi, je m'habitue plus à employer le féminin quand il est nécessaire. Là encore, on nous a tellement ancré ces choses-là dans la tête. Cette impossibilité, écrit Azelie Fayol à propos de Virginia Woolf, de tout concilier était déjà l'une des grandes questions de Virginia Woolf. Il ne s'agit pas ici de réécrire l'ange du foyer, allégorie du sacrifice domestique maternel. La nouvelle de Lisa Tuttle, alors là encore, là je découvre ce nom-là, Lisa Tuttle par exemple, se comprend plutôt comme la réécriture d'une chambre à soi. La narratrice découvre un jour par hasard une porte inconnue qui lui ouvre une pièce issue de ses rêves. Donc là on parle d'un livre de Lisa Tuttle, dont je n'ai pas noté le nom, c'est Une heure de plus, c'est une nouvelle. Donc, inventer des récits féministes, voilà ce que tentent les femmes et ce dont nous parle Azelie Fayol ici. Donc, qui lui ouvre une pièce issue de ses rêves. Cette pièce n'est pas seulement un agrandissement fantastique et inexplicable de son domicile, le temps n'y a pas cours, et elle peut rester sur place sans négliger sa vie familiale, parce que c'est évidemment ça le problème pour les femmes, c'est qu'on leur impose une responsabilité dans la vie familiale énorme et une charge mentale extrême. Bien souvent, que l'on a tendance à ne pas voir quand on est un homme. Le temps n'y a pas cours, disais-je, et elle peut rester sur place sans négliger sa vie familiale, du moins dans un premier temps. Tuttle donne une dimension temporelle à la chambre ou au lieu, d'après la traduction de Marie Dariussec, présenté par Woolf comme nécessaire à l'écriture et métaphore de l'indépendance des femmes. Cette pièce fantastique chez Tuttle souligne que les femmes voient le temps leur échapper. La temporalité domestique est cyclique et répétitive, l'entretien du foyer, famille et lieu ne se voit pas, et la reproduction semble nulle par rapport à la production qui laisse des traces tangibles. La temporalité des femmes est dissoute dans l'espèce. Pour Beauvoir, autre référence évidemment essentielle, les cycles menstruels des saisons en n'atteignant pas la transcendance ni l'histoire. Cette idée d'un temps féminin qui est cyclique, parce que les tâches ménagères auxquelles on les assigne, les enfants qu'elles doivent élever, etc., font que, au fond, tout recommence sans cesse, et le temps, bien souvent pour les femmes, elles ne l'ont pas. Et c'est encore une réalité que je constate chez certaines des femmes que je côtoie. Et donc, évidemment, comment raconter une histoire ? Comment raconter une histoire quand le temps n'est pas vécu comme celui des hommes qui sont d'habitude ceux qui racontent des histoires ? Comment raconter des histoires cycliques ou des histoires qui permettent de faire que le cycle déraille peut-être. Et donc cette question d'histoire est extrêmement essentielle. On a pu longtemps croire que les femmes n'avaient pas d'histoire, qu'elles étaient silencieuses dans l'histoire. La référence qui est donnée à la page suivante, c'est Michèle Perrault, historienne notamment, et d'abord historienne des femmes, qui va retrouver des textes, notamment, écrits par des femmes. Comment écrire la vie, là je redonne la parole à Azelie Fayol, comment écrire la vie de celles qui ne comptent pas ? Celles qui comptent le savent, et là elle joue sur le verbe compter, celles qui ne comptent pas, du verbe compter mathématique, arithmétique, et celles qui comptent, celles qui racontent, le savent. Cette question pose celle des conditions d'une littérature du rien et du petit, de ce que Georges Perec appelle peut-être l'infraordinaire. Elle rencontre les interrogations des féministes, pour lesquelles la question principale est plutôt comment faire advenir le ton
des féministes. La littérature, parce qu'elle ouvre des champs d'exploration, offre des réponses. Face au temps perdu des femmes, le féminisme cherche la maîtrise du récit et de la temporalité. La formule « notre temps nous-mêmes » pourrait résumer cette lutte, qui se réalise aussi en littérature. La langue employée, notamment pour ce qui est des marques de genre, est une interrogation constante aux multiples réponses dans la littérature féministe. Cette question essentielle, quelle langue aussi pour l'écriture féministe, est mise en avant dans ce livre-là. Et c'est une question centrale. Alors, Azélie Fayol explore de nombreuses œuvres qui déplacent le point de vue, qui déplacent le récit, qui déplacent la littérature, et nous propose de lire les œuvres que l'on lit en féministe. Alors évidemment, suis-je le public cible? Pas directement, mais je pense qu'en tant qu'homme, c'est d'autant plus important d'être sensibilisé à une lecture féministe. Je ne peux pas me dire féministe, ce serait m'approprier une posture ou une idée, alors que je ne suis pas femme, mais je peux en tout cas essayer de relire en féministe, peut-être. Et c'est le titre de sa conclusion. La littérature ne permettra pas l'abolition du quotient familial, d'augmenter les minima sociaux, même pour celles qui écrivent. Donc, écrit là encore Azélie Fayol, elle va permettre peut-être de changer un peu, et peut-être beaucoup, la manière dont on voit et dont on dit les choses. Si l'histoire littéraire, et le littéraire est entre parenthèses du féminisme, est une histoire d'impuissance et d'échec, elle est aussi parsemée d'avancées, de tentatives et d'expérimentations. Lire, relire en féministe, c'est participer à la réévaluation de ce canon, l'élargir à des voix minorées, et pas seulement féminines ni féministes, et faire entendre celles qui n'ont jamais pu parler en les devinant derrière le male gaze et dans la ventriloquie masculine que nous voulons lire. Nous voulons aussi retrouver les œuvres disparues et ce qui dans le passé parlait déjà de nous, ce nous féminin, pour éviter ce qu'a connu Despentes, donc Virginie Despentes, et qu'elle raconte dans King Kong Theory. Encore un livre dont je me dis que je devrais le lire, comme La Chambre à soie de Virginia Woolf, ce King Kong Theory. Là aussi, j'ai lu un peu de Virginie Despentes, mais pas ça. Les premières années après le viol, parce que la question du viol est essentielle ici, elle est essentielle pour les femmes, beaucoup plus que ce que nous, hommes, imaginons. Les premières années après le viol, surprise pénible, les livres ne pourront rien pour moi. Comme un livre égaré dans une bibliothèque, un livre introuvable, inconnu, épuisé, jamais publié, est un livre perdu, quand il aurait pu répondre à une vieille inquiétude. Oui, moi aussi. MeToo, évidemment. Et participer par les livres à réparer les injustices si nombreuses subies par les femmes et changer la domination et sinon la détruire, ce qui serait un but ambitieux, et en tout cas la décaler, la trahir, et j'ai envie de dire, me paraît être essentiel. C'est pour ça que le deuxième livre dont je vais parler, je ne vais pas vraiment en parler. C'est pas parce que je n'ai pas envie de parler de littérature de femmes, c'est juste que cette grosse pléiade, Nathalie Sarraute, je viens de l'ouvrir et je n'ai pas encore lu du Nathalie Sarraute, puisque je n'ai lu pour l'instant qu'une introduction écrite par un homme qui s'appelle « Musicienne de nos silences ». On voit bien que le silence est déjà présent, comme cette question qui était déjà celle d'Azélie Fayol chez Sarraute, écrivaine qui ne se dit pas féministe,
ce qui ne signifie pas qu'elle ne l'est pas, me paraît justement être significatif. Voilà un nom important de la littérature du XXe siècle, littérature précisément, hein, chez Nathalie Sarraute, c'est le XXe siècle. J'ai lu aussi, donc j'ai lu la préface et puis la chronologie de sa vie, qui me permet de lire aussi une chronologie du XXe siècle, puisqu'elle est née, si je retrouve la date précise, elle est bel et bien née le 18 juillet, 5 juillet du calendrier julien 1900, donc au tout début du siècle, et elle meurt le mardi 19 octobre 1999, donc à la toute fin du siècle. Et entre-temps, elle écrit tout ça, surtout vers la fin de sa vie d'ailleurs. Et bon, pour l'instant, je n'ai pas encore lu grand-chose, hein. Ça commence par ces fameux tropismes, et puis il y a plein de livres importants. C'est une œuvre autour de laquelle je tourne depuis longtemps. Je me suis beaucoup intéressé aux nouveaux romans, mais finalement, Nathalie Sarraute, assez peu. J'avais lu Enfance, son récit, mais pas tout à fait récit d'enfance, ou récit décalé par rapport à ce qu'on attend de souvenirs d'enfance, mais je n'ai pas lu grand-chose d'autre, ou alors il y a des choses que j'avais lues sans trop comprendre, trop tôt peut-être, et donc voilà, cette idée de musicienne du silence. Alors je lis juste un petit bout quand même de la préface de cette Pléiade, donc par Jean-Yves Tadier. Ce que manifestent les œuvres complètes de Nathalie Sarraute, c'est d'abord l'étendue considérable d'une œuvre accomplie dans le silence. Et ça, peut-être que ça pourrait être écrit pour beaucoup d'autres femmes qui écrivirent. Par volume à l'épaisseur et au nombre de pages réduit, quelques 1700 pages sorties de rien, entre deux blancs et dans le monde littéraire, un assourdissant silence par-dessus le sarcasme. Là encore, on a l'impression que ces lignes-là pourraient être écrites pour beaucoup d'œuvres écrites par des femmes, dont celle de Sarraute, qui, elle, maintenant est dans la Pléiade, et qui donc a été reconnue, mais qui reste peut-être, je réserve mon jugement pour quand j'en aurai lu plus, parmi les œuvres majeures, hommes-femmes confondus. Un assourdissant silence par-dessus le vacarme, les grandes œuvres font taire les autres. Elles les détruisent sans le vouloir. Ce que Nathalie Sarraute a fait, comme une héroïne des lettres, personne ne l'avait fait. Tout a été fait, mais pas cela. On n'a pas été de ce côté-là, dans cette terra incognita où l'on s'enfonce à sa suite. Comme tous les explorateurs, elle a été appelée, happée. Cela me tire, dit-elle. Il faut que j'y aille, je n'ai pas le choix, je me sens entraînée dans un vortex et toujours au présent. Alors, laissons-nous entraîner dans ce vortex pourrait-on dire, mais pour l'instant, j'y suis pas encore tout à fait. Non pas que je résiste, mais bon, le livre est important et je parlerai beaucoup de Nathalie Sarraute dans ces prochains journaux de lecture parce que je vais continuer et essayer de lire tout, quoi. En tout cas, d'entrer dans cette œuvre-là et de faire en sorte que le silence soit moins important. Mais il y a encore deux livres dont je veux parler, des livres écrits par des hommes, mais où la place des femmes joue un rôle important, ou même le discours féminin peut être féministe, dans l'un des deux, je pense que dans l'autre pas, mais dans l'un des deux est peut-être présent. Alors, on va aller du côté de l'écriture théâtrale. C'est aussi le cas chez Nathalie Sarraute qui a écrit pour le théâtre, avec Bernard-Marie Coltès, Roberto Zucco, suivi de Taba Taba et Coco. Et donc, Taba Taba et Coco, c'est des pièces très courtes, ou des bouts de pièces. Je crois qu'on est vraiment à la fin de la carrière et de la vie de Bernard-Marie Coltès. Et on lit donc l'histoire de Roberto Zucco, où on assiste par le dispositif théâtral à son histoire-là.
avec différents personnages. Alors celui de ce Roberto Succo qui est un criminel, mais aussi de certaines de ses victimes, et puis aussi justement de femmes, d'une sœur et de sa mère et d'une gamine, nous dit-on, et puis on a des prostituées, enfin le terme employé ici est plus cru, mais c'est bien ceci, et puis un frère qui veut protéger sa sœur contre sans doute le viol. On retrouve cette question au cœur de l'écriture féministe selon Azélie Fayol, et ici aussi, il me semble que c'est au cœur de ce livre. Le frère veut protéger sa sœur, il n'y parvient pas, et s'ensuivent donc des dialogues assez violents parfois, et notamment il y a ce personnage de Roberto Succo qui est violent, mais même dans les rapports entre hommes et femmes, ou entre femmes. Voilà par exemple ce que dit la sœur de cette fille. C'est le chapitre ou la partie 13, Ophélie. Même lieu la nuit, la gare est déserte, on entend la pluie tomber entre la sœur. La sœur, où est ma colombe? Dans quelle saleté l'a-t-on entraînée? Dans quelle cage infâme l'a-t-on enfermée? De quels animaux pervers et vicieux est-elle entourée? Je veux te retrouver, ma tourterelle, je te chercherai jusqu'à en mourir. Le mâle est l'animal le plus répugnant parmi les animaux répugnants que la terre porte. Il y a une odeur chez le mâle qui me dégoûte. Des rats dans les égouts, des cochons dans la vase, une odeur d'étang où pourrissent des cadavres. Le mâle est sale. Les hommes ne se lavent pas, ils laissent la saleté et les liquides répugnants de leurs sécrétions s'accumuler sur eux, et ils n'y touchent pas comme si c'était un bien précieux. Les hommes ne se sentent pas entre eux parce qu'ils ont tous la même odeur. C'est pour cela qu'ils se fréquentent tout le temps et qu'ils fréquentent les putains, car les putains, pour leur argent, souffrent cette odeur. Je l'ai tant lavée, cette petite, tant baignée avant le dîner et baignée le matin, frotter le dos et les mains à la brosse et brosser le dessous des ongles, laver tous les jours les cheveux, couper les ongles, laver tout entière tous les jours à l'eau chaude et au savon. Je l'ai gardée blanche comme une colombe, j'ai lissé ses plumes comme une tourterelle, j'ai protégé et gardé dans une cage toujours propre pour qu'elle ne souille pas sa blancheur immaculée au contact de la saleté de ce monde, de la saleté des mâles, qu'elle ne se laisse pas empester par la peste de l'odeur des mâles. Et c'est son frère, ce rat parmi les rats, ce cochon puant, ce mâle corrompu qui l'a sali et traîné dans la boue et tiré par les cheveux jusqu'à son fumier. J'aurais dû le tuer, j'aurais dû l'empoisonner, j'aurais dû l'empêcher de tourner autour de la cage de ma tourterelle. J'aurais dû mettre des barbelés autour de la cage de mon amour. J'aurais dû écraser ce rat avec le pied et le brûler dans le poêle. Tout est sale ici. Toute cette ville est sale et peuplée de mâles. Qu'il pleuve encore. Que la pluie lave un peu ma petite tourterelle sur le fumier où elle se trouve. Quelque chose de très musical dans cette écriture. On sent que c'est de l'écriture faite pour être dite. Et effectivement, on n'y va pas par quatre chemins. Même si, quand on lit cette pièce-là, il est bien difficile de la résumer. Mais en même temps, on sent sourdre cette violence, et notamment par les paroles, mais aussi dans les rapports entre les êtres et principalement entre les hommes et les femmes. Alors le dernier livre dont il sera question, j'en ai déjà parlé la semaine passée, alors là on est dans un point de vue vraiment masculin, et où la place des femmes sans doute n'est pas problématisée comme elle peut l'être par la littérature féministe, et peut-être déjà par
Bernard-Marie Coltès, mais ici on est évidemment un peu plus tôt, enfin, on est il y a un siècle avec Georges Bernanos, sous le soleil de Satan, dans un point de vue chrétien qui est pas toujours facile à comprendre. Alors on a d'abord l'histoire de Mouchette, une femme qui commet un crime et qui semble une sorte d'incarnation du mal. Son crime, c'est de tomber enceinte. Enfin, c'est ensuite, après être tombée enceinte, de manipuler les deux hommes qui pourraient être le père. En tout cas, l'un d'entre eux semble être le père et l'autre est manipulé également. Et puis, il y a donc un crime qui est comique, je ne vais pas raconter ici. Et cette femme, Mouchette, cette gamine quasiment, elle a 16 ans. On peut imaginer que la gamine dans Roberto Succo à un âge proche va sombrer dans une sorte de folie, ou en tout cas c'est l'impression qu'elle donne, ou se jeter dans le mal. Dans cette histoire du début du livre, l'histoire de Mouchette, qui là aussi est racontée avec une grande violence, mais aussi un certain cynisme, une certaine ironie, une sorte de plaisir qu'a cette femme à faire du mal aux hommes. Mais peut-être que justement, ce plaisir-là n'est pas si mal que ça, ou qu'il y a pour les femmes qui font souffrir des hommes quelque chose qui, j'allais dire qui est bien fait, je ne sais pas, mais peut-être. Alors, et lisons un petit passage de cette première partie. À Paris, dit Cadignan, elle vit bien qu'il brûlait de pousser plus avant l'interrogatoire, sans l'oser. À Paris, répéta-t-elle, les joues encore luisantes et les yeux sécuits, à Paris, chez moi, une jolie chambre est libre. Tous ces messieurs députés ont ainsi leurs amis. Elle veut partir avec un député. C'est un des hommes qu'elle a séduit ou qui l'ont plus ou moins séduit. Elle leur résiste. Tous ces messieurs députés ont ainsi leurs amis, ajouta-t-elle avec une gravité imperturbable. C'est connu. Est-ce qu'ils ne la font pas, eux, la loi? Entre nous deux, allez, la chose est entendue, et depuis longtemps. Il est vrai que le triste législateur de campagne c'est donc l'endroit où il se trouve, dont une mauvaise bile travaillait la moelle, et qu'une femme austère, elle-même dévorée d'envie, épuisée sans l'assouvir, avait manifesté plus d'une fois à la fille du brasseur, c'est-à-dire Mouchette, ses sentiments paternels sur le véritable sens desquels une fille avisée ne se trompe pas. C'était tout. Mais sur ce pauvre thème, la perfide Mouchette se sentait de force à mentir jusqu'à l'aube. Chaque mensonge était un nouveau délice dont sa gorge était resserrée comme d'une caresse. Elle eût menti cette nuit sous les injures, sous les coups, au péril même de sa vie. Elle eût menti pour mentir. Elle se souvint plus tard de cet étrange accès comme de la plus folle dépense qu'elle eût jamais fait d'elle-même. Un cauchemar voluptueux. Voilà peut-être dans quoi on se trouve dans Bernanos, dans ce soleil de Satan. Alors la deuxième partie, c'est la tentation du désespoir. Et là, il n'est plus du tout question de cette histoire de Mouchette. Elle reviendra peut-être. Alors là aussi, je suis en cours de lecture, donc je ne connais pas la fin de l'histoire. Mais on a là l'histoire d'un prêtre qui, visiblement, et dans un certain désespoir et dans une certaine violence vis-à-vis de lui-même. Alors on peut se demander pourquoi il fait ça. Enfin, moi j'ai pas tout à fait compris. Peut-être ça s'expliquera par la suite, mais il y a vraiment des scènes assez épouvantables d'automutilation qui sont racontées ici, avec une sorte d'extase aussi religieuse, etc. C'est un monde qui m'est un peu inconnu,
et qui me met un peu mal à l'aise, mais voilà à quoi ça peut ressembler. Cependant, il frappait sans relâche, trempé de sueur et de sang, les yeux clos, et seul le tenait debout sans doute sa mystérieuse colère. Un bourdonnement aigu remplissait maintenant ses oreilles, comme s'il eût glissé à pic dans une eau profonde, à travers ses paupières serrées. 2 fois, 3 fois, une flamme brève et haute jaillit, puis ses tempes battirent à coups si rapides que sa tête douloureuse vibra. La chaîne était entre ses doigts raidis, à chaque coup plus souple et plus vive, étrangement agile et perfide, avec un bruissement léger. Jamais celui qu'on appela le saint de l'Imbre, ce sera son surnom plus tard, c'est le titre de la dernière partie du livre. Jamais celui qu'on appela le saint de l'Imbre n'osa depuis forcer la nature d'un cœur si follement téméraire. Jamais il ne lui porta tel défi. La chair de ses reins n'était qu'une plaie ardente, 100 fois mâchée et remâchée, baignée d'un sang écumant. Et cependant toutes ces morsures ne faisaient qu'une seule souffrance, indéterminée, totale, enivrante, comparable au vertige du regard dans une lumière trop vive lorsque l'œil ne discerne plus rien que sa propre douleur éblouissante. Tout à coup, la chaîne, trop tôt brandie, se repliant sur elle-même, faillit échapper à la main et le frappa rudement à la poitrine. Le dernier maillon l'atteignit au-dessous du sein droit avec une telle force qu'il y fit voler un lambeau de chair comme un copeau sous la varlope. Voilà cette violence-là, faite infligée à soi-même de manière mystérieuse, qui tout d'un coup arrive juste après un moment d'extase. Alors on est dans quelque chose qui est de l'ordre du mystique peut-être, du mystère en tout cas. Alors pourquoi tout cela, cette sainteté-là, face à cette mouchette qui incarne Satan, mais qui nous paraît avoir un comportement, même si elle commet un crime, au fond moins absurde que celui de ce prêtre qui se flagelle. Alors voilà, je vais continuer à lire ce livre-là avec intérêt, avec questionnement aussi. Et voilà, on arrive à la fin de ce journal de la semaine. Donc la semaine prochaine, on entrera vraiment dans Nathalie Sarraute et on continuera Georges Bernanos. Et puis il y aura peut-être encore d'autres choses. Mais pour l'instant, je vous dis au revoir et à bientôt.